Bonjour, aujourd'hui nous recevons Clare Hart. Est-ce que c'est bien prononcé? C'est parfait, Tristan, parfait. Bonjour. Bon, ça commence bien, si c'est parfait. Donc, je ne sais pas votre âge, vous allez me le dire. 52. 52 ans. Eh oui. Donc, Clare Hart, elle a des activités multiples. Donc, présidente de Facero, vice-présidente nationale, vice-présidente du refuge, donc dans l'associatif, élue au conseil municipal et au conseil métropolitain, et chef d'entreprise, Fusion, ABC, Hello, une entreprise qui fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà pour la présentation. Est-ce que j'ai tout résumé? Je pense que beaucoup de choses y étaient. Bon, voilà. Très bien. Alors, on va commencer par la une du 774 de la Glorieuse, avec un sujet qui taraude un petit peu tout le monde en ce moment. Moi, maire de Montpellier, ils donnent leurs idées. Ils ouvrent leur boîte à outils. Une vingtaine de personnalités endossent le costume et donnent des conseils au maire actuel ou au futur maire, qui sait. Avec à l'intérieur aussi les législatives, donc vers un redécoupage dans l'Hérault. Qu'est-ce qui va se passer? L'imbroglio inextricable du bilan touristique montpelliérain. On revient sur ce dossier. On avait M. Kousquer il y a quelques semaines et on a les chiffres. Alors maintenant, on essaye de comprendre, mais c'est très compliqué. Ouais. Et ensuite, on revient sur des petites informations sur Coralie Dubosc, Jean-Pierre Grand, M. Navarro, sénateur, M. Jaoul, Boumaz, M. Monnier, Mme Roussel-Galliana, Mademoiselle Cantali et Monsieur Sarcia. Voilà. On parle de beaucoup de monde. Voilà. Tout ce qui fait un petit peu la richesse de la politique montpelliéraine. Voilà. Voilà. Clare Hart, how are you doing now? Very well. What good English you speak. Excellent. Let me tell you about you, please. Let me tell me about you. No, okay. About you. In English? Yes, in English. Oh, in English? Yes. Really? Yes. Okay. Hello, my name is Clare Hart. I am a company manager. I live in Montpellier and I am mummy of 2 children. Beautiful, wonderful children. In French now? Yes, please. Ouais, je suis donc Clare Hart. Maman... Ah non, mais ne le répète pas. Oui, je ne répète pas la même chose parce qu'on va considérer que les personnes donc, qui sont adeptes de la Glorieuse comprennent l'anglais. C'est un petit cours. Alors, je continue. Clare Hart, chef d'entreprise. Une entreprise que j'ai créée ici, à Montpellier, il y a 20 ans, un petit peu plus, quand je suis sortie de l'université. Aussi très engagée depuis toujours dans le milieu associatif. Je suis depuis à peu près l'âge de 15 ans assez militant pour les droits de l'homme, pour la lutte contre la discrimination, pour l'égalité de traitement, l'égalité de chance. Et je continue tout ça aujourd'hui ici à Montpellier. Oui, alors à Montpellier, on dit que vous incarnez un peu le girl power. J'aime bien l'expression girl power parce que je pense que les filles et les femmes aujourd'hui redeviennent ce qu'elles ont toujours été, hein, mais redeviennent de manière très assumée. Parce qu'elles n'ont jamais été. Est-ce qu'elles n'ont jamais été? Je pense que oui, mais peut-être de manière beaucoup plus visible. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à assumer ce rôle. Vous assumez le power. On assume le power, le girl power, et c'est une très bonne chose parce que je crois beaucoup dans la diversité et puis le mélange, et je pense que la parité est une excellente chose. Pourquoi vous êtes-vous lancé en politique? Ouais, ça c'est la question. Je me le pose beaucoup parce que c'est pas très facile d'être en opposition et je pense ne pas être faite pour être en opposition. Je suis plutôt une constructive qu'une opposante. Et pour tout dire, j'ai beaucoup réfléchi en 2014 quand on m'a fait la proposition. Jean-Pierre Moore est venu de manière assez spontanée me faire cette proposition d'aller sur la liste. Je savais que c'était un beau challenge, mais je savais aussi que j'allais perdre certaines... Oui, Philippe Sorel est venu vous chercher aussi. Pas vraiment, non. On s'est rencontrés. On s'est rencontrés avec des amis qui soutenaient Philippe Sorel. On s'est vus, c'est vrai. Il ne m'a pas fait de proposition parce que sa liste était déjà à peu près construite à ce moment-là.
Jean-Pierre Moore est venu me faire cette proposition. Mais en toute sincérité, j'ai énormément réfléchi. Je n'avais pas beaucoup de temps, mais je changeais d'avis toutes les demi-heures à peu près. C'était difficile. Ah oui, ça... Non, mais vraiment. C'était très, très difficile, mais c'est vraiment la vérité. En votre qualité de chef d'entreprise, pourquoi vous n'êtes pas allé du côté de Macron? Parce que les valeurs du PS, c'est un peu has-been là, en ce moment, non? Alors, à cette époque-là, Macron n'existait pas, hein, bien évidemment. Oui, non, mais j'ai toujours été, même si je suis chef d'entreprise, j'ai toujours été plutôt autour de valeurs humanistes. Et les valeurs humanistes, je ne me suis jamais encartée, j'ai jamais voulu, ma liberté est essentielle et je continue de revendiquer cette liberté. Je ne me suis jamais sentie en mesure de rentrer dans un carcan, dans un moule, mais je me suis sentie bien dans la proposition qui a été faite en 2014, qui était un désir de renouvellement. On est en 2018, c'est 4 ans après, il y a Macron qui est passé par là, donc l'entreprise, c'est plus Macron quand même que le PS. Je pense que Macron a une vision de l'entreprise, cette idée de Startup Nation qui est vraiment très intéressant et qui me plaît. Oui, je pense que Macron incarne la vision de l'entreprise qui est le mien, c'est-à-dire une entreprise, on va dire une entreprise libérée, une entreprise qui a des valeurs républicaines, mais aussi des valeurs de responsabilité sociale, sociétale. Tout ça, pour moi, je ne vois pas l'entreprise autrement, quoi. Donc vous êtes plutôt macroniste autour de l'entreprise. Compatible. Oui, certainement. Bon, certainement. Voilà. Autour des valeurs de l'entreprise. Si tu veux, oui. Autour de l'entreprise. Et j'aime aussi ce qu'il a fait de très fort, je trouve, c'est de mettre l'entreprise de nouveau en valeur et de donner un certain sens de l'entreprise. Entreprise, sous toutes ses formes, hein, l'entreprise ESS, économie sociale et solidaire, le start-up. On va parler de l'entreprise, on va parler ensuite du rôle social et ensuite on parlera de la politique. Donc voilà pour l'entreprise. Pourquoi avez-vous vendu votre entreprise? Je ne l'ai pas vendue, hein. On a fusionné, on s'est mariés en quelque sorte. Alors j'ai fait ça pour une raison très claire. Aujourd'hui, une petite boîte dans le domaine tertiaire, hein, qui est le nôtre, ne peut pas survivre. On a besoin d'évoluer ensemble, de la notion de 1 plus 1 égale 3, je le crois très fort. Et le fait de venir, de se regrouper, d'être ensemble et de regrouper nos compétences fait qu'on est beaucoup plus puissant quand on va vendre en région ou même à l'international. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que nous, l'international, c'est aussi ce sont nos clients. D'accord. Voilà. Donc une petite boîte a du mal à survivre dans le domaine du tertiaire, en tout cas. Donc Facero, vous êtes la présidente depuis combien de temps? Alors je suis présidente de Facero depuis 5 ans, donc je suis dans mon 5e année. Certainement le moment aussi de commencer à passer la main, hein, on y réfléchit actuellement parce que c'est quand même, moi je crois beaucoup dans le renouvellement à tout niveau. Vous avez qui dans les tuyaux? Vous avez qui dans les tuyaux pour passer le relais? Sincèrement, c'est compliqué. Bon, c'est compliqué. Je te dirai dès qu'on a trouvé quelqu'un. Mais vraiment là-dessus, il ne faut pas oublier que ce type d'engagement est un engagement totalement bénévole, que ça nous prend un temps dingue. On passe énormément de temps. Vous passez combien de temps? Il y a des moments où je peux passer un mi-temps. Carrément. Et puis des moments où même ça dépasse le mi-temps. Mais c'est hyper prenant. Et c'est pour ça que c'est difficile. Est-ce que c'est efficace, Facero? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Ah, tu sais, c'est comme toutes les grandes associations. On va toujours aller questionner le fonctionnement et puis questionner les résultats. Les résultats sont là. C'est quoi? Les résultats sont là. 75% de retour à l'emploi sur nos différentes actions. Il y en a plein. Ça veut dire combien? Il y a combien de personnes qui chaque année retrouvent de l'emploi grâce à vous? Alors sur l'année dernière par exemple, on a pu accompagner vers l'emploi
aux alentours de 1000 personnes. Non, mais 1000 et quelques personnes. accompagner, ça veut dire décrocher un emploi, ça veut dire combien de personnes? Alors, ça veut dire 800 personnes à peu près embauchées à la fin sur des CDI et des CDD. Donc, c'est vraiment, si tu veux, pour moi, je ne mettrais pas toute mon énergie et mon temps dans une association qui ne fonctionnait pas et qui ne donnait pas de résultats. Je ne le ferai pas. Donc, il y a ce côté-là. Et l'autre côté qu'on voit moins, mais qui est hyper important, c'est le côté accompagner les entreprises vers un changement de paradigme. C'est-à-dire une entreprise qui avait des idées reçues sur le fait d'embaucher des jeunes issus des quartiers, par exemple. On les accompagne, on les explique, on montre avec des exemples que ça fonctionne bien, que c'est bon pour l'entreprise, que c'est bon pour la société. Et tout ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Et c'est un travail partenarial. On fait ça avec la CCI, avec les chambres de métiers, etc. C'est vraiment un boulot dans lequel il faut qu'on ait tous les partenaires engagés à nos côtés. Parce qu'il y en a qui disent que Facero, c'est un petit peu une pompe à subventions. Oui, mais bon, ça c'est des expressions. Et ça, je t'avoue que quand j'entends ça, j'ai du mal un petit peu. Parce que on met tellement d'énergie, on est tous des bénévoles. Hein? L'équipe de permanents, bien évidemment que non. Mais toutes les entreprises qui gravitent autour de FAS sont des bénévoles. On donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et si on pensait que ce n'était que ça, bien évidemment, on ne serait pas là. Et je pense que le fait d'amener des entreprises à donner du bénévolat, donc du temps gratuitement, est en soi une excellente chose. On fait de l'accompagnement direct, si tu veux. On peut dire aussi que Facero, c'est une start-up pour lancer des gens dans le macronisme, non? Alors, écoute... Ou dans la politique locale. Il y a au moins 3 personnes qui sont passées chez vous et qui ont des places plus ou moins importantes dans la politique locale. C'est vrai. Alors, j'ai envie de te répondre à ça, parce que, oui, c'est vrai. Je pense qu'on recrute très, très, très bien à Facero. Voilà ma réponse. Je pense que ce sont parce que c'est des filles brillantes, excellentes, fortes, résilientes aussi, parce que si tu veux, quand tu gères une association aussi grande que FAS, avec une trentaine de personnes, etc., c'est une entreprise. Donc, tu es déjà un chef d'entreprise. Mais ce n'est pas une entreprise, c'est une association, donc avec des codes, avec des règles, avec l'importance du relationnel, avec le fait qu'il faut travailler avec les politiques, composer avec tout le monde. Et je pense que ça fait des personnes qui sortent d'une association comme FAS, des personnes qui sont extrêmement capables. Et je pense que ce n'est pas étonnant que aussi bien Coralie que Virginie sont allées un peu plus loin et qui sont allés... C'est un engagement civique, c'est un engagement citoyen, de toute façon. Parce qu'en anglais, dans charity business, il y a business quand même. Oui, en charity business, oui. Mais je ne revendique pas pour FAS charity business. Je pense que ce qu'on voit c'est pas du charity business? Non, parce que... Un petit peu quand même. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que charity business, la définition du charity business, c'est vraiment, on va dire, créer du chiffre d'affaires, créer du revenu autour d'une œuvre caritative. C'est aussi simple que ça. Nous ne faisons pas ça du tout. Au contraire, on est sur une approche qui est complètement citoyen, insertion, RSE, etc. Plutôt militant. Hein. Moi, je revendique le côté militant. Hein, justement, ça tombe bien. J'ai une question sur le militantisme. Vous avez milité quelque part avant de rentrer au PS? Oh, bon. La table est en danger, Tristan. Non, je n'ai pas milité en politique du tout, pas une fois. Et bizarrement, quand on est chef d'entreprise, on est intéressé, bien évidemment, par ce qui se passe en politique, etc. Mais je ne prêtais pas énormément attention. Par contre, j'étais chez Greenpeace à 15 ans. Je revendiquais les droits des animaux. J'étais extrêmement attachée à une sorte de l'équivalent de la Ligue des droits de l'homme britannique, etc. Donc, j'ai toujours été là-dedans. J'ai une histoire personnelle qui fait que je me considère comme quelqu'un qui a eu beaucoup de chance dans la vie. Et j'ai envie maintenant, aujourd'hui, de rendre ce que j'ai eu
à ceux qui peut-être n'ont pas eu ma chance. D'accord. Et voilà, j'ai envie de participer. Donc j'ai toujours été comme ça et je serai toujours comme ça. Vous avez dit, enfin non, vous n'avez pas dit, mais vous êtes canadienne par votre mère, londonienne par votre père et française par amour. Oui. Est-ce que c'est un programme politique, ça? Je ne pense pas que ce soit un programme politique, mais tu sais, les Anglais sont soit archi-francophiles, soit tout le contraire, détestent. Hein, les Brexiteurs, tu imagines bien. Nous, on faisait partie de ceux qui étaient très, très francophiles. Donc pour moi, la France, c'était le pays des vacances, c'était le pays de la douceur de vivre. Le sud de la France me faisait rêver depuis toute petite. On venait en vacances, en voiture, avec la famille, etc. Et c'était que du bonheur. Donc quand j'ai décidé de créer une entreprise, j'ai décidé de le faire ici, tout de suite. J'avais la possibilité entre Sophia Antipolis, à Nice, et ici. Et j'ai choisi ici parce que je trouvais qu'il y avait une belle énergie. Oui, c'est ce que vous avez dit justement à l'époque. Vous avez dit, j'ai débarqué à Montpellier en 93. C'est ça. À cette époque, à Montpellier, il y avait une énergie incroyable. Oui, vraiment. Est-ce que l'énergie est toujours là? Alors, je pense que l'énergie 25 ans après. Montpellier a grandi massivement. Hein. Il y a une vingtaine d'années, Montpellier était beaucoup plus petit. On gagne 1000 personnes par mois, etc. Donc Montpellier est en pleine évolution, plein essor. Je pense que parfois, on manque un peu d'ambition. Je pense qu'on peut aller encore plus haut, plus loin, surtout sur le plan international. Vraiment, voilà. Oui. Votre regard sur la politique locale marquée par la personnalisation? Autour de Philippe Sorel, tu veux dire? Enfin, oui, entre autres. Hier, c'était Fraîche, aujourd'hui, peut-être que c'est Sorel. Oui, c'est ça. On a toujours besoin d'avoir une personne, sorte de père ou frère spirituel, quoi. Et père ou frère. Hein, très difficile pour les femmes de pénétrer dans ce monde-là, d'ailleurs. Hein. Je fais le constat. Je pense que, oui, on est dans la suite de l'ère de la fraîchie, certainement. Je pense que Philippe Sorel a su emboîter le pas, d'une certaine manière, en faisant un renouvellement véritable. Hein, et c'est clairement ce qu'il fallait. Hein. Moi, j'ai beau être dans une équipe dans laquelle je suis restée fidèle. Et voilà, pour moi, c'est la fidélité, avant toute autre chose, un élément essentiel. Mais quand il a gagné, franchement, j'attendais cet élan, ce renouvellement, et j'attendais beaucoup de cette équipe, vraiment. Et vous l'avez trouvé, cet élan? Alors, comment dire? Je pense que sur certaines... C'est oui ou non. Ouais, oui et non. Allez. Ah bon? Vous nous la faites à la normande. Non, parce que... Alors, je t'explique. Je pense que... Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oui, c'est ça. Non, je pense qu'il y a dans cette équipe de personnes qui sont arrivées en politique nouvellement, des personnes clés qui font un excellent travail. Après, je pense qu'il y a des personnes que nous n'entendons pas, que nous ne voyons pas. Je me demande ce que font certaines personnes, en toute sincérité. Voilà. Par exemple qui? Ah, je vais pas les nommer. Ah si, on est là pour raconter des histoires. Alors, je pense que Isabelle Marsala fait un travail formidable. Je pense que Brigitte Roussel, je vois qu'elle est adorée sur Montpellier, elle fait un joli travail, vraiment. Travail de terrain. Après, il y a des personnes, on ne les voit pas. Qui ne voit-on pas? Qui ne voit-on pas? Alors, allez... Ah non, c'est pas juste. Je peux pas faire ça. Je suis trop gentille pour faire ça. Mais en tout cas, je pense que, voilà, on le voit, il suffit de regarder. Par contre, ce qu'on peut dire, néanmoins, c'est que ça a secoué le cocotier. Il fallait faire ça. Je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Macron. Et ça, c'est une bonne chose. Secouer les choses est toujours bien. Voilà. En 2 mots, la différence entre la vie politique française et anglaise. Je pense que la grande différence que je ressens directement, hein, c'est, et c'est pas que la vie politique, c'est qu'en France, on a beaucoup de mal avec ce qui réussit. Et quand tu réussis, quelle que soit ta réussite, hein, tu vas tout de suite avoir des personnes qui vont être très critiques. En Angleterre,
l'esprit britannique, voire même anglo-saxon, c'est d'aimer la réussite. Donc si tu as réussi, si tu as montré que tu as su bien faire les choses, bien mener la danse, j'ai dit la vie politique. La vie politique, oui, mais pour moi, c'est ça. Et donc, c'est la même chose pour la vie politique, oui. On peut ramener ça, cet esprit-là, sur la vie politique également. Parce que pour moi, la vie politique, sincèrement, hein, c'est la vie de la cité. C'est pas que la politique quand tu es au conseil municipal ou quand tu as une casquette. C'est aussi tout ce que tu peux faire tous les jours en ville, associativement, etc. Vous êtes passé de l'engagement associatif à la vie politique. Qu'est-ce qui a fait la bascule? La bascule. Alors, je pense qu'à un moment donné, quand la proposition m'a été faite, hein, parce que je ne suis pas allée chercher ça, vraiment, mais quand ça m'est arrivé, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, j'ai passé les 5 dernières années au sein de mon association à taper à la porte des politiques pour savoir si ça convenait, si on pouvait faire ci, si on pouvait faire ça, même sans subvention. Il fallait toujours quand même l'aval de ces politiques. Donc je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas y aller là-dedans et essayer de changer les choses de l'intérieur, mettre mon grain de sel à l'intérieur de tout ce processus. Donc ça, c'était pour moi la première chose. Et la deuxième chose, c'était, si j'y vais pas, est-ce que je ne vais pas le regretter? J'ai cette opportunité, c'est maintenant ou jamais peut-être. Donc, je n'ai pas envie dans 5-6 ans à me dire « ouais, j'aurais dû essayer », etc. Donc, je suis vraiment allée comme ça, aussi spontanément que ça. Donc, vous avez déclaré votre flamme au macronisme. Pourquoi ne pas avoir rejoint Sorel, comme certains l'ont fait, Véronique Pérez ou Moustapha Majdoul? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, parce que je crois que je suis fidèle, vraiment. Et pour moi, j'étais élue dans une équipe qui était une belle équipe, qui avait un beau projet, avec des copains, quelque chose que j'ai découvert dans cette aventure en fait de la campagne, c'était les militants. Je les connaissais par les militants parce que j'avais jamais milité en politique. Et j'ai découvert les militants qui étaient autour de nous, qui faisaient ça sans aucun désir de gain, qui étaient purement là parce qu'ils y croyaient. Et franchement, c'est beau à voir. Et je pense à eux. Et c'est pour ça? Et je les ai toujours en tête. Oh ben c'est gentil. Oui, c'est tout. Non, mais vraiment, hein, j'ai tout ce contexte, si tu veux, qui fait que. Bon, aujourd'hui. Par contre, Tristan, si je peux, au début, j'étais claire. J'ai dit, parce que je pensais vraiment qu'on allait se retrouver à un moment donné. Vraiment. Et tous. Je veux dire, je pensais qu'on allait se retrouver tous ensemble, pouvoir bosser ensemble, etc. par la suite. Les choses ne se sont pas faites comme ça. Mais je le pensais puissamment. Et je l'ai même dit. Et j'ai même dit, j'ai même fait des propositions dans ce sens, si je peux être celle, parce que pas encartée, qui fait un peu le lien, je veux bien le faire. Mais bon, ça c'est l'histoire et ça s'est pas fait. Donc aujourd'hui, on assiste un peu à la fin des partis politiques. Oui. Oui, je pense que... Qu'est-ce qui peut les remplacer, à votre avis? Alors, écoute, je pense que droite et gauche, on a bien vu, n'ont plus lieu d'être. Et je pense qu'on est dans des hybrides entre tout ça aujourd'hui. Et c'est une excellente chose, vraiment. On voit ça en ce moment ici, mais on le voit ailleurs aussi. Hein. En Espagne, en Allemagne, on commence à voir ça pointer son nez. En Angleterre, il y a une nouvelle partie qui vient de naître, qui s'appelle Renew, qui est tout à fait la même chose, qui dit, voilà, le Brexit, c'est n'importe quoi, personne n'arrive à faire... On va essayer de prendre la main et de faire les choses. Et ce sont toujours des gens qui n'ont jamais fait de la politique. Donc, c'est une vraie action citoyenne comme on les aime, quoi. Et je pense qu'on va voir ça de plus en plus. Par contre, on a quand même l'extrême droite qui est toujours là, aussi bien ici qu'ailleurs en Europe, et il faut faire hyper attention. Parce que pendant qu'on essaye de retrouver ce nouveau rythme, l'extrême droite est toujours là, est toujours tranquillement en train de faire un petit peu son lit. Et ici, sur Montpellier, moi, je me suis frottée avec l'extrême droite de l'extrême droite, pas mal, et ça fait peur, quoi. C'est les identitaires, c'est effrayant, c'est effrayant. Mais ça fait partie quand même de partis établis, l'extrême droite, le Front National, et
est associé à tout ça. De qui vous considérez-vous le plus proche au niveau de la politique locale aujourd'hui? Boumas, Delafosse, Demoulin, Dubost, Larue, Sorel, Vignal. Écoute, je ne sais pas si j'en ai oublié, vous pouvez m'en donner. Ouais, j'ai pas de père ou de mère spirituelle en soi. Je regarde, j'intègre, j'écoute beaucoup. Je pense que toute cette période en opposition où tu n'es pas en train de bosser sur des projets parce que tu peux pas, et c'est frustrant d'ailleurs, c'est très frustrant. Je pense que ça m'a permis, si tu veux, ça m'a permis de regarder large, d'écouter et de prendre un petit peu, d'apprendre en fait, de me former. Et ça, c'est hyper intéressant. Je ne peux pas te dire qu'il y en a un qui m'a ébloui plus que l'autre. Voilà, je suis... on reviendra plus tard. Un peu en formation. Ouais, ça viendra. Donc une dernière question, là, vous étiez au conseil de MedTech. Oui. La boîte a été vendue. Oui. Vous avez touché le pactole? Pas du tout. Comme ça, Tristan, zéro. Moi, j'étais je sais pas. Non, mais vraiment, hein, vraiment. Alors, MedTech... Vous étiez en sleeping partner? Sleeping partner total. Mais j'étais pas un sleeping partner parce que j'étais là, parce que Bertin Naum, qui est un ami proche, voulait que j'amène du RSE dans MedTech. Parce qu'il était avec les Américains, il savait que ce n'était pas évident non plus de faire passer toutes ces idées. Donc, il voulait un sleeping partner. Et c'est vous qui avez amené la responsabilité sociale et environnementale. Et donc vous avez touché, Rien du tout. Zéro. Et quand la boîte était rachetée... Ils ont fait un petit cadeau, à face? Mais non, du tout. Rien. Même pas. On va terminer, Claire, par la question chapeau. Alors, exceptionnellement, en votre qualité d'anglaise, franco-anglaise, on peut dire ça comme ça, vous tirez une... Et sur le papier, il y a 2 questions. D'accord. 2 A papier. Non, vous prenez un seul papier. Voilà. Vous lisez ce qu'il y a noté. C'est gentil, hein? Vous allez voir. Je vois que c'est rose. Oui. C'est toujours rose, hein? Non, ça dépend, ça dépend. D'accord. Alors, voyons. Attends. Pensez. Attends. Oh, c'est difficile à lire. Bon, allez, je vais vous lire. Donc, pourquoi avez-vous pris part au vote pour l'association dont vous étiez la vice-présidente au conseil municipal? Première question. Bonne question. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que ça m'a... Vite. Très vite. Ouais. Allez, très vite. J'essaie de résumer ce qui est difficile. Mais ce soir-là, j'ai essayé de défendre une très belle association, l'association humanitaire de Montpellier, qui voulait distribuer des repas gratuits le soir de Noël aux SDF, aux sans-abri, sur le parvis de l'Opéra. Donc, ils avaient demandé une occupation de la place publique, ils ne l'ont pas reçue. Et donc, je voulais simplement dire, monsieur le maire, c'est Noël, est-ce qu'on peut débloquer cette situation pour que les sans-abri puissent avoir leur réveillon de Noël? Je fais ça et je me prends plein la tête. Je me prends récupération politique. Je me prends, tu n'as pas le monopole du cœur. Ça part en live dans le conseil municipal. Et c'est difficile, hein. Ça, c'est un vrai sujet. Je n'ai jamais été là avant, mais les anciens me disent qu'ils n'ont jamais vu ça. On se fait, mais lapider, quoi. C'est ce qui te rend pas... Lapider? Ah, mais lapider, c'est peut-être un peu fort, Tristan, effectivement. Allez, on se fait, mais on prend plein la tête, continuellement. Ouais. Et c'est pas facile. Et bon, la seule chose qui est positive, c'est que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et je sens aujourd'hui, j'ai une carapace que je n'avais pas avant. Donc, répondez à la question brièvement. Je reviens à mes oignons, d'accord, mes moutons. Allez. Pourquoi? Parce que il se passe ça. Et juste derrière, un ou 2 items après, il y avait une subvention pour le refuge dont je suis vice-présidente maintenant, depuis peu. Donc là, à ce moment-là, ça passe très vite, tout le monde est en train de crier partout et Sorel fait passer très très rapidement l'affaire. Abstention pour, contre. J'essaye de signaler que je ne prenais pas part au vote, pim, ça passe et on est à l'affaire après. Là,
Monsieur Malek, j'apprécie pas du tout ce qu'il a fait d'ailleurs, prend la parole et signale que voilà, je suis dans l'illégalité absolue parce que je viens de... Voilà. Et après, il balance ça sur les réseaux sociaux, etc. Je trouve que c'est petit, mesquin et pas digne. Et je pense que quand le public regarde ça, j'espère qu'ils ne sont pas trop nombreux à regarder ça parce que j'espère qu'ils ont d'autres choses à faire dans leur vie que de regarder. Donc c'est une erreur de votre part, c'est une erreur de votre part. Non, parce que je signalais. C'est une erreur. C'est une erreur de la part de, on va dire, des gens qui devaient signaler ça à Monsieur le maire que de ne l'avoir pas fait. Bon, c'est un non-événement selon vous. Absolument. Bon, deuxième question. Nous recevons Philippe Sorel la semaine prochaine. Est-ce que vous avez une question à lui poser en direct? Question pour Philippe Sorel. Alors, on a de bonnes relations avec Philippe Sorel. Hein, on discute, on se fait la bise, tout se passe bien. Moi, j'ai envie de dire, Philippe Sorel, qu'est-ce que... Alors, deux choses. Allez, première chose, unissons-nous. Voilà, on l'a vu avec l'histoire de l'LGV. On ne peut plus jouer cavalier seul, chacun dans son coin. On a souffert de ça dans le passé. Je fais confiance à Philippe Sorel de retrouver Carole Delga, Kleber Mesquida, de bosser ensemble, de s'unir. Ça a toujours été ma ligne. Et donc, Philippe Sorel, est-ce que tu veux bien être le chef travailler ensemble avec tout le monde? Est-ce que tu veux être le chef? Non, non. Est-ce que tu veux bien tendre la main aux uns et aux autres? Voilà. Ça, c'est vraiment important. Une question un petit peu plus polémique. Deuxième question. Ah, c'est deux questions. Oui. Je peux? Oui. Philippe Sorel, il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour les bidonvilles à Montpellier. C'est un vrai sujet. Je l'avais soulevé en tout début de mandat. C'est revenu sur le tapis là. On a perdu hein, à mon avis, 4 ans. On aurait pu bosser de manière beaucoup plus proche avec les associations à l'époque. C'est un sujet parce que les populations des bidonvilles, qui ne sont pas que des Roms, je le souligne, ce sont des Yougoslaves, des Albanais, donc ce sont des populations qui vivent en bidonville chez nous, vivent dans la misère absolue, ça, on est tous conscients. Et aujourd'hui, on est en train de créer une situation qui est explosive avec les... Ah oui, on en a beaucoup parlé dans ce genre. Etc. Je sais que vous le traitez, mais pour moi, voilà, Philippe Sorel, il faut vraiment qu'on règle ce problème-là. D'accord. Voilà. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie, Claire. Avec plaisir. Merci à toi, Tristan.